Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'organisation des EPU pour m'avoir invité et pour me permettre de vous présenter donc les résultats de nos recherches. Je m'appelle Arthur Sederman, je suis doctorant à l'Université de Montpellier. Je travaille donc en collaboration entre l'Institut des neurosciences de Montpellier et le CHU de la ville de Reims sur nos recherches donc, qui portent sur le nerf auditif humain, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de commencer, juste un rapide état des lieux sur mes liens d'intérêt. Je suis audioprotégiste chez Grand Audition, mais aujourd'hui, je vous présente les recherches réalisées dans le cadre de mon doctorat, donc entre l'INM à Montpellier et le CHU de Reims. Pour commencer, un bref récapitulatif de l'électrophysiologie du nerf auditif et des méthodes d'exploration du nerf auditif. Donc, la méthode la plus répandue, il s'agit de l'étude de l'onde 1 des potentiels évoqués auditifs des PEA. En effet, l'onde 1 sera un reflet de la bonne synchronisation des fibres du nerf auditif. Cette méthode présente l'avantage, comme vous pouvez le voir, d'être non invasive, puisque l'acquisition va passer par des électrodes posées sur le scalp. En revanche, vous noterez que l'amplitude des réponses peut être très peu voltée. On est dans l'ordre de grandeur de la dixième de microvolt. Et donc, il n'est pas rare que l'onde 1 soit peu, voire pas observable dans certains cas. Une autre méthode d'investigation du nerf auditif, il s'agit cette fois-ci de l'électrocochléographie. Nous observons cette fois-ci un complexe N1P1, lui aussi reflet de la synchronisation des fibres du nerf auditif. Vous observez ici que l'amplitude de la réponse est plus voltée. On est cette fois-ci dans l'ordre de grandeur du microvolt, donc un facteur 10 par rapport au PEA. En revanche, il s'agit d'une méthode plus invasive, puisque l'électrode nécessaire aux acquisitions est transtympanique. Vous la voyez ici traverser le tympan pour venir se poser sur le promontoire de la cochlée. Enfin, la dernière méthode, il s'agit de l'étude des potentiels neurophoniques, dont l'acquisition se réalise directement à la surface du nerf auditif avec une électrode que nous posons donc à la surface. Cette méthode a été développée dans les années 80 par Hagemoller et ses collaborateurs. Elle présente l'avantage d'avoir cette fois-ci une réponse très ample. Vous voyez, cette fois-ci, l'ordre de grandeur, on est autour de la dizaine de microvolts. Donc des réponses beaucoup plus amples. En revanche, vous vous en doutez, il s'agit d'une méthode beaucoup plus invasive, puisque réservée à certains types de chirurgie bien particulières. C'est donc sur cette dernière méthode que reposent nos recherches. En effet, comme je vous l'ai stipulé précédemment, je travaille en collaboration avec le CHU de la ville de Reims, qui est un centre de référence en matière de chirurgie de l'angle pontocérébelleux. L'angle pontocérébelleux, il s'agit d'une voie d'abord chirurgicale bien spécifique, pratiquée dans les traitements de pathologies liées à des conflits vasculo-nerveux. Donc je ne rentrerai pas en détail, je ne détaillerai pas les chirurgies aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est que lors de ces chirurgies, grâce à cet angle pontocérébelleux, nous avons un accès direct, comme vous pouvez voir, au nerf auditif, avec la partie cochléaire à gauche, la partie vestibulaire à droite, et vous verrez donc en bas à gauche de la photo cette petite électrode boule que nous venons déposer directement à la surface du nerf auditif. Au début de la chirurgie, avant même que le champ stérile ne soit déposé, on a la possibilité, comme vous voyez sur l'image en haut à droite, de venir mettre dans l'oreille du patient un insert auditif et donc stimuler l'audition du patient avec des signaux choisis. Et donc nous allons enregistrer l'activité du nerf auditif en réponse à ces stimuli spécifiques. Donc pour commencer, nous vous présentons ici les résultats de nos études réalisées chez les patients d'abord norme-entendants. Donc un panel de 10 patients dont l'audiométrie moyenne vous est présentée en haut à gauche. Et nous vous présentons ici les résultats obtenus. Donc l'activité du nerf auditif enregistrée en réponse à des clics, présentée à plusieurs niveaux sonores, de 20 décibels jusqu'à 90 décibels SPL. Vous noterez une réponse stéréotypée, un peu comme on l'a vu précédemment, avec un complexe N1P1, dont l'amplitude de la réponse va augmenter avec le niveau sonore. Vous voyez ici le seuil d'apparition de la réponse aux alentours de 40 décibels SPL.
Nous avons quantifié cette augmentation de l'amplitude que vous pouvez voir en haut à gauche avec l'amplitude du complexe exprimée en fonction du niveau sonore. Et on voit bien que celle-ci augmente avec le niveau sonore. En revanche, les latences, elles, semblent plutôt diminuer avec le niveau sonore. Nous avons effectué la même analyse, cette fois-ci chez les patients malentendants, donc un panel de 8 patients avec une surdité prédominante sur les aigus, dont les résultats vous sont présentés juste ici. Vous noterez donc la réponse du nerf auditif en rouge. Vous noterez une amplitude moins importante que chez le patient norme-entendant, un seuil d'apparition cette fois-ci aux alentours de 60 décibels. Vous noterez sur les quantifications donc, que l'amplitude est clairement inférieure aux patients norme-entendants. Les latences semblent, elles, un peu plus préservées, avec peut-être une légère augmentation des latences au plus haut niveau. Donc ces enregistrements réalisés en réponse à des clics nous rassurent quant à la méthodologie et au bon fonctionnement de notre système d'acquisition, le clic étant le gold standard en matière d'électrophysiologie auditive. En revanche, il s'agit, vous en doutez, d'un signal très peu écologique, très peu représentatif de notre milieu sonore quotidien, ce qui nous amène à la deuxième partie de notre étude qui porte cette fois-ci sur l'activité du nerf auditif en réponse à des signaux beaucoup plus parlants, littéralement des signaux de parole. Donc pour ce faire, comme on l'a fait avec le clic, nous avons étudié cette fois-ci la réponse du nerf auditif en réponse aux digits, c'est-à-dire des chiffres, les chiffres de 1 à 9 que nous vous présentons juste ici. Donc vous avez ici les tracés noirs qui représentent la représentation du signal acoustique et leur spectrogramme associé juste en dessous. Donc c'est une représentation très visuelle avec sur l'axe des ordonnées la fréquence, le temps donc sur l'axe des abscisses avec le début du signal à gauche, la fin du signal à droite et l'échelle de couleurs qui représente l'intensité énergétique du signal. J'attire votre attention sur le digit 6 qui est très intéressant à observer. Il s'agit en fait d'un palindrome. Vous verrez dans les hautes fréquences la consonne S au début et à la fin du signal et sur les basses fréquences la voyelle I. Voilà, donc pour mener notre étude, nous avons, la veille de la chirurgie, réalisé toute une batterie de tests auditifs chez le patient qui sera opéré le lendemain. Batterie de tests qui inclut notamment le digit test. Il s'agit d'un test qui se répand beaucoup ces dernières années, notamment dans le milieu du dépistage, dans lequel nous avons demandé aux patients de répéter des séries de 3 chiffres qu'il va entendre, donc des triplettes de digits. Nous allons lui demander de les répéter correctement et dans le bon ordre. Nous relevons les réponses du patient sur ce type de graphique, des matrices de confusion, dans lesquelles nous exprimons le digit présenté, le vrai digit envoyé dans l'oreille du patient en fonction du digit qu'il va répéter. Les bonnes réponses se distribuent sur la diagonale, comme vous pouvez le voir, et le petit point rouge vient stipuler des réponses significatives, donc des non-confusions sur la diagonale et des confusions sur les extérieurs. Chez le patient norme-entendant, vous verrez une bonne distribution donc, des réponses le long de la diagonale, donc l'absence de confusion significative. En revanche, quand on passe chez les patients malentendants, cette fois-ci, on peut noter l'apparition de confusions. Par exemple, le 4 va être répété en 3, le 7 répété en 4, et la confusion la plus flagrante, la plus importante, le 8 répété en 6. La confusion est telle que le patient se trompera plus souvent concernant le 8 qu'il le répétera correctement. Et donc, pour venir investiguer ce type de confusion, nous avons mené les mêmes acquisitions au bloc opératoire que nous vous avons présenté pour les clics. Ce que nous vous présentons juste ici. Voilà, donc en noir, comme précédemment, la représentation du signal acoustique, du digit 6 et du digit 8, impliqués dans la confusion que l'on vient de voir. Et en bleu, juste en dessous, l'activité globale du nerf auditif en réponse à ces digits, avec à gauche la réponse 6, à droite la réponse 8. Donc là, vous pouvez noter 2 réponses bien distinctes, donc 2 réponses globales du nerf auditif bien distinctes. On voit bien la réponse aux voyelles, la réponse aux consonnes. En revanche, lorsque l'on regarde la réponse du nerf auditif chez les malentendants, cette fois-ci, on voit une nette dégradation de la réponse globale du nerf. Les consonnes vont quasiment complètement disparaître et seul va subsister
la réponse à la voyelle I. On obtient ainsi deux signaux relativement similaires, hein, et lorsque l'on voit ces enregistrements, on imagine facilement que le patient puisse commettre des confusions. Voilà, pour conclure, donc pour résumer nos recherches, nous étudions donc différents domaines sur l'audition, à commencer par les enregistrements électrophysiologiques au bloc opératoire, dans lesquels nous enregistrons une activité globale du nerf auditif. Pour approfondir ces travaux, nous utilisons également des modèles informatiques, des modèles computationnels de systèmes auditifs, ce qui nous permet d'étudier les réponses des fibres unitaires qui composent le nerf auditif, ce qui n'est pas réalisable in vivo chez l'homme. Et enfin, nous mettons en lien donc, ces deux dimensions avec les résultats psychoacoustiques chez le patient, comme nous vous l'avons présenté là, avec les confusions que nous venons étudier au bloc opératoire. À terme, ainsi, ces recherches permettront d'approfondir la connaissance sur le nerf auditif et donc d'améliorer la prise en charge, que ce soit par les prothèses auditives ou par les implants cochléaires. J'en profite pour remercier toute l'équipe, que ce soit l'équipe chirurgicale au CHU de Reims ou encore l'équipe de recherche à l'Institut des neurosciences de Montpellier. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, pour information à la régie, sur l'écran, on n'a aucune question qui s'affiche, mais on va profiter pour nous poser des questions. Donc, moi, j'ai particulièrement apprécié la partie où on passe du clic à un signal beaucoup plus écologique, parce que je pense que ça parle particulièrement aux audioprothésistes sur tout ce qui est tests vocaux, et on retrouve finalement les confusions phonétiques habituelles audio à des confusions sur les signaux électrophysiologiques. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment un point super intéressant. Par contre, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, mais sur les normands entendants, il m'a semblé voir qu'il y avait une confusion plus importante sur le 2 que pour les malentendants. Alors peut-être que j'ai mal vu. C'est peut-être un point de détail, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose d'étonnant à ce niveau-là, et peut-être que vous avez une idée sur les raisons sous-jacentes. Oui, c'est vrai. On note un peu plus de distribution. Il n'y a pas de confusion significative qui ressort sur le 2. Hein. Non, c'est intéressant à noter. C'est un test adaptatif hein, aussi. Donc, parfois, le 2 peut, au hasard, tomber sur des niveaux d'intelligibilité plus bas. Chez certains patients, ça peut jouer. Le hasard peut rentrer en compte, je pense. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as une question aussi. Oui, félicitations pour ce très très beau travail qui s'étend sur des années, parce que dans ce que je comprends, vous intervenez dans une chirurgie de l'angle pontocérébelleux, et donc vous avez 2 patients de mémoire par an à peu près, donc sur 10 ans vous avez... Un petit peu plus. Un petit peu plus, mais c'est déjà énorme, donc bravo déjà pour ce travail. Merci. Et nous, en tant qu'audioprothésistes, évidemment, c'est notre rêve de savoir ce qui se passe après la cochlée. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les paramètres acoustiques qu'il ne faut absolument pas rater pour pouvoir faire percevoir le message? Qu'est-ce que le CM biologique finalement traite dans l'ensemble des paramètres acoustiques qui sont délivrés à l'entrée de l'oreille? Est-ce que vous avez des indices? Non, là pour l'instant c'est encore plus fondamental que ça. À terme, effectivement, avec, comme je l'ai précisé, les études sur le modèle computationnel, avec des modèles inversés, on a espoir donc de venir trouver justement quel signal envoyer à l'entrée du système pour qu'en sortie chez le malentendant, la distinction puisse se faire. Pour l'instant, c'est encore en progrès. Merci beaucoup. Merci encore, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Donc, pour respecter le timing, on va passer à la prochaine présentation, qui est normalement la présentation de Luc Arnal, donc, qui est chercheur à l'Institut Pasteur et qui co-dirige avec Diane Lazare l'équipe Cognition Communication Auditive, qui est spécialiste du codage prédictif et qui va nous présenter une présentation intitulée « Faut-il encore faire nos tonales avec des stimuli prédictifs et quels impacts sur les seuils auditifs mesurés ?»
Bonjour à tous, merci pour l'introduction, merci pour l'invitation également. Je vais préciser que Diane Lazare malheureusement m'a quitté. Elle est partie à Monaco travailler dans l'Institut Grasse de Monaco, de l'hôpital Grasse de Monaco. Nous restons néanmoins amis. Je vais vous présenter alors ce titre n'est pas de moi. Je le trouve éminemment provocateur. Je pense que c'est un titre qui a été proposé par Nicolas Valert, qui est collaborateur sur cette étude. Je vais vous parler aujourd'hui de la structure prédictive dans les audiogrammes cliniques. Et la question est de savoir si ces structures prédictives, prévisibles, pourraient gonfler la sensibilité auditive. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les tests auditifs classiques ne mesurent que la performance de nos oreilles ? La sensibilité auditive est principalement attribuée au mécanisme de transduction cochléaire. Traditionnellement, on considère que l'oreille envoie, le cerveau reçoit. Et c'est ce qu'on appelle la transmission, la transduction ascendante ou bottom-up. Et l'audiogramme tonal est considéré comme le reflet de l'intégrité cochléaire, de l'intégrité des cellules de la cochlée et des voies sensorielles ascendantes. Mais depuis une trentaine d'années, les neurosciences cognitives ont permis de montrer que la perception n'est pas un processus purement passif, mais que c'est un processus très actif et qui dépend beaucoup de nos attentes, et qu'en parallèle des connexions ascendantes, on trouve aussi des circuits qui permettent de faire descendre l'information vers la périphérie pour moduler le traitement du stimulus. Donc la perception est une construction active des stimuli qui dépend considérablement de processus contrôlés au niveau du cerveau, comme la veille, l'attention, les prédictions. Et les prédictions, par exemple, intègrent le contexte dans lequel le stimulus va être présenté. Je vais vous présenter rapidement une expérience que vous connaissez peut-être, l'expérience de pop-out, dans laquelle on présente un stimulus dégradé. Désolé si c'est un peu fort. Ensuite, je vais vous présenter la phrase originale non dégradée. The Constitution Center is at the next stop. Et maintenant, je vais vous représenter la version dégradée et vous allez probablement avoir l'impression d'avoir mieux entendu et mieux compris cette phrase. Et on attribue cet effet à des attentes et des processus descendants. Alors, les tests audiométriques classiques ne permettent pas d'évaluer l'influence des processus top-down sur la sensibilité auditive. Or, on a remarqué, et on n'est probablement pas les seuls, que les audiogrammes classiques sont souvent parfaitement prévisibles. Et on s'est posé la question de savoir si ces processus prédictifs pourraient biaiser l'évaluation de la sensibilité. On a voulu essayer de quantifier cet effet. Donc ici, l'objectif, c'était de comparer l'évaluation du seuil selon la structure séquentielle. Et on a comparé deux paradigmes. Un paradigme classique de Three Alternative Force Choice, dans lequel le participant va devoir détecter un son présenté pendant un premier, un deuxième ou un troisième intervalle. On ajuste l'intensité du son en escalier pour trouver le seuil, avec une procédure adaptative 2 down, 1 up, et une structure en papillon. Vous voyez ici le butterfly, là, où les fréquences vont être présentées séquentiellement, d'abord à 1000 Hz, puis ensuite à 2000 Hz, puis à 4000 Hz, etc., de manière absolument prévisible pour le participant. Donc, les participants savent précisément, d'une part, quand le son va arriver et à quelle fréquence il sera présenté. Et dans un deuxième temps, on a comparé ce paradigme avec un paradigme imprévisible, une audiométrie automatisée qui utilise des algorithmes bayésiens qui sont développés par mon collègue Nicolas Valert au sein d'Audiogramme avec ses collègues, dans le but d'optimiser la sélection des fréquences pour essayer d'accélérer l'estimation du seuil. Et donc ici, le choix des fréquences est randomisé et donc imprévisible en fréquence et en timing, puisque les sons sont présentés à intervalles interstimulus variables entre 1 et 6 secondes. Entre 1 et 6 secondes. Alors, les résultats montrent que, effectivement, la structure prédictive qui est contenue dans le paradigme 3-AFC, cette structure prédictive facilite la détection sensorielle au seuil. Les seuils sont donc nettement plus bas pour les stimuli prévisibles. Si on quantifie en moyenne le paradigme hautement prédictif 3-AFC, en rouge, montre un gain d'amélioration du seuil de 6,4 décibels par rapport au paradigme randomisé. Et sur la droite, vous avez la moyenne tonale, donc les PTA
à 500 000, 2000, 4000 Hz, le gain de prédictabilité atteint, le gain de prédictabilité est de 7,19 dB en moyenne. Donc on a un effet significatif et non négligeable si on considère que les ajustements des mesures cliniques se basent sur des pas d'environ 5 dB en général. Donc la prédictabilité des tests standards pourrait gonfler la performance qu'on mesure et remet en cause qu'on teste juste l'intégrité de l'oreille ou de la cochlée. À noter qu'on observe aussi une variabilité entre les sujets qui vont avoir un gain lié à ces prédictions qui peut varier de 2 décibels à 10 décibels. Donc cette variabilité, elle est intéressante. Ça veut dire qu'il y a des participants qui peuvent plus ou moins prédire et qui vont plus ou moins se reposer sur les régularités statistiques pour anticiper les sons. Donc cette première expérience nous a montré qu'il y avait un gain global de la prédictabilité, mais elle mélangeait 2 choses. Quand le son arrive, donc le timing, et quel son arrive, la fréquence. Dans une deuxième expérience, on a voulu tester, essayer de séparer ces sources de prédiction. On a voulu distinguer la prédiction basée sur le contenu, donc la fréquence, et celle basée sur le temps, le timing. On a utilisé 4 conditions de prévisibilité. On avait une condition aléatoire, random timing et random frequency ici. On avait une condition où le timing était prévisible mais pas la fréquence, une condition où la fréquence était prévisible mais pas le timing, et une condition où le timing et la fréquence étaient prévisibles. On a d'abord testé ça dans un paradigme où les sons étaient présentés environ toutes les 1 à 3 secondes, donc assez proche des conditions cliniques. Et on a aussi utilisé un paradigme où on appliquait les mêmes conditions, mais à des vitesses un peu plus rapides, plus proches du rythme de la parole ou de la musique. On présentait les sons toutes les 400 à 800 millisecondes. Alors, ce titre est bien choisi. Donc, dans la première expérience, on a montré qu'il y avait un gain global de la prédictabilité. Maintenant, ce qu'on trouve quand on sépare la prédictabilité... Pardon, d'abord, ce qu'on voit ici, c'est quand on compare les 2 types d'expériences, lente et rapide, on voit qu'il y a toujours un gain lié à la prédictabilité dans les 2 cas par rapport à la séquence random. Si on s'intéresse maintenant aux différentes conditions, dans le cas du rythme lent, on voit qu'il y a un gain de la prédictabilité temporelle et fréquentielle, et que ces gains s'additionnent, sont additifs de façon linéaire, et qu'on a un gain qui est plus grand quand les 2 types d'indices sont fournis. Dans le cas des rythmes rapides, ce gain lié à la prédictabilité temporelle et fréquentielle, il est plus redondant. Le gain combiné est significativement inférieur à la somme des gains indépendants. Quoi qu'il en soit, la détection, donc on a une augmentation de la sensibilité à partir du moment où on a des indices prévisibles. Cette détection est augmentée encore pour les séquences les plus rapides. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de faire une analyse par clustering pour essayer de voir comment ces patterns de performance se ressemblaient, et on a montré que les performances se regroupent plus par rythme que par type de prédictabilité. Donc le rythme auquel les stimuli sont présentés est important. En fait, il nous reste un contrôle à faire. Il y a un doute qui est possible quand même, c'est qu'on peut s'attendre à ce que les patients puissent avoir un biais dans leur jugement à cause des prédictions. La question, c'est de savoir s'ils entendent vraiment mieux quand ils ont des prédictions. Est-ce qu'ils ont vraiment une sensibilité qui est accrue quand les sons sont prévisibles, ou bien est-ce qu'ils ont un biais de jugement et qu'ils ont tendance à répondre plus souvent « oui, j'ai entendu », parce qu'ils s'attendent à avoir un son qui intervient. Pour essayer de pallier ce problème, on a utilisé des essais pièges, des catch trials, dans lesquels on mettait aucun son pour essayer de mesurer les fausses alarmes. Alors, les fausses alarmes montrent qu'effectivement, dans les rythmes lents, dans l'expérience avec les rythmes lents, on a une augmentation des fausses alarmes lorsqu'on a des prédictions temporelles. Ce n'est pas le cas lorsqu'on a des prédictions fréquentielles. La prédictabilité en fréquence améliore la sensibilité sans augmenter les fausses alarmes. Donc il y a un peu de fausses alarmes, mais globalement l'augmentation des fausses alarmes est bien plus faible
et ne suffit pas à expliquer l'augmentation de la détection liée à la prédictabilité. Pour les rythmes rapides, on n'observe pas de corrélation significative entre les fausses alarmes et le gain du seuil. Les fausses alarmes sont même légèrement réduites lorsque la prédictabilité augmente. Ici, vous voyez en rouge ici. Donc globalement, on a vu que la prédiction améliore significativement la sensibilité auditive, et pas seulement le biais décisionnel. Donc pour répondre à la question initiale, on montre que la prédictabilité augmente les seuils mesurés de manière significative de 7 décibels en moyenne en améliorant la sensibilité. Ce qui suggère que les mesures audiométriques tonales reflètent l'influence combinée de la réactivité sensorielle, donc périphérique, et de la modulation prédictive plus centrale. Et l'hypothèse selon laquelle les audiogrammes mesurent purement la santé cochléaire peut ainsi être remise en question. Mais en termes de mécanismes centraux, au niveau central, l'origine de ces influences reste à clarifier. On ne sait pas exactement d'où elles viennent. On peut penser qu'il s'agit d'une modulation qui pourrait provenir du cortex, qui intègre ces régularités, qui apprend ces régularités, qui va générer un signal descendant qui peut passer par des voies descendantes comme le système audivo-cochléaire ou des projections cortico-colliculaires qui permettraient d'ajuster le gain pour filtrer le son en fonction des attentes. À noter qu'on a aussi regardé l'effet de l'âge et de l'expérience musicale, mais les effets étaient relativement faibles. Un des défauts, une des limites de cette étude, c'est qu'on a testé que des participants qui avaient moins de 45 ans, donc relativement jeunes comme moi. Et on a trouvé qu'effectivement, les plus vieux d'entre eux étaient un peu moins bons dans les tâches rapides, mais qu'ils utilisent la sensibilité fréquentielle pour compenser cette baisse. Donc, ce que ça nous suggère, c'est que cette capacité prédictive, elle pourrait varier en fonction de l'âge. Et on va essayer de s'intéresser à cette question à l'avenir. On est en train de monter des protocoles pour essayer de voir si ces effets se reproduisent ou si on observe des effets différents de la balance entre les attentes et la sensibilité chez des participants plus vieux. Je pense que l'intérêt de cette approche, c'est surtout d'essayer de pouvoir diagnostiquer séparément la sensibilité périphérique de la capacité du cerveau à utiliser les indices prévisibles. En termes pratiques, cliniquement, ça ne veut pas nécessairement dire que les tests sont mauvais. Je ne sais pas si c'est ce que Nicolas a essayé de me faire dire avec ce titre, mais dans la vie de tous les jours, en fait, on utilise tout le temps les prédictions. C'est assez rare qu'on s'intéresse qu'aux sons qui sont imprévisibles. On utilise des prédictions quand on perçoit de la parole, on utilise tous les indices possibles pour essayer d'anticiper ce qui va se passer après. Donc en fait, ces tests, les audiogrammes classiques, contiennent cette information. Mais je pense que le clinicien doit être conscient que la structure du protocole va influencer le seuil mesuré. Et un audiogramme prévisible évalue la performance globale du système auditif au niveau périphérique et central. Donc si l'objectif est d'évaluer la sensibilité bottom-up la plus pure, il faut probablement randomiser de manière rigoureuse le temps et la fréquence auxquels les stimuli sont présentés. Ah oui, j'avais un joli petit diagramme qui résume un peu tout ça. Voilà, sur ce, je vais remercier mes collègues à l'Institut de l'audition et à Audiogramme, nos financeurs et les tutelles pour leur soutien, et je vous remercie pour votre attention. Bon, on a le temps pour 1 minute. Dans la salle, pour l'instant, il n'y a pas tellement de questions. Est-ce que, alors tu as raison, hein, pour la mesure, on fait beaucoup d'audiométrie tonale, donc cet aspect purement perceptif est particulièrement pertinent. Est-ce qu'on pourrait par contre commencer à explorer le système efférent justement par cette technique, et comment tu verrais un moyen de voir comment le cerveau contrôle l'oreille justement pour sélectionner des stimuli plutôt que d'autres qui pourraient expliquer d'autres mécanismes? Ouais, c'est une bonne question. Moi, je ne connais pas toutes les méthodes qui ont été, par exemple, décrites par l'intervenant précédent, et je trouve ça serait très intéressant, effectivement, de pouvoir voir à quel niveau les attentes vont modifier la sensibilité et les réponses. Au niveau du nerf auditif, si ça se trouve, on observerait des choses, donc ça pourrait être intéressant. Il me semble qu'il y a eu pas mal de débats sur les effets de l'attention sur les émissions
auto-acoustique dans les années 90, et je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de conclusion définitive sur ces questions-là. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant de se poser, d'essayer vraiment de mesurer tout ça. Là on le mesure que comportementalement. Mais on va essayer de le faire en EEG déjà pour voir si on arrive à trouver des effets au niveau cortical de ces attentes. Mais c'est vrai que ça serait le plus intéressant peut-être, ça serait peut-être d'aller voir au niveau du brainstem et en dessous pour voir si on arrive à mesurer en fonction soit de l'attention, soit de la prévisibilité. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore pour votre présentation. On va pouvoir passer au prochain intervenant. Donc, c'est Aziz El Amraoui, qui est également de l'Institut de l'audition. J'espère pas te faire d'erreur en disant qu'il est responsable de l'équipe ou laboratoire déficit sensoriel progressif, pathophysiologie et thérapie. Bonjour à toutes. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. Juste si je commencerai par dire, Diane ne m'a pas quitté. Je viens du même institut que Luc et je remercie aussi bien Luc que l'orateur précédent pour avoir déjà présenté quelques aspects que je vais aborder au cours de ma présentation. Mon titre, comme vous pouvez le voir, il est trop général, donc je donne souvent ce titre quand je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Mais ma présentation, je vais donner beaucoup d'informations, donc un peu sur le passé, le présent et le futur autour de l'audition. Parce que pour vous, comme pour moi, donc, qui sommes intéressés à l'audition et au traitement de l'audition, il est très important de savoir et de comprendre un peu l'origine des défis que nous rencontrons sur ce chemin. Et à ce sujet, il y a un aspect qui est souvent négligé, et c'est son histoire évolutive de l'oreille, et notamment de l'oreille interne, qui est tel au fait un Stradivarius biologique, un miracle d'ingénierie millénaire, qui s'est construit sur près de 500 millions d'années. Et au fait, il y a ces trois échelles que vous voyez, donc échelle inégale, où chacune a permis au fait ou défini la suivante. C'est-à-dire l'échelle de l'évolution, c'est ce qui a permis de définir les bases de notre audition. Et la gestation, au cours donc, des développements embryonnaires, c'est ce qui va définir le curseur, le niveau où on va commencer. Et après, bien entendu, vous le savez, donc tout dépendra de ce qu'on fait subir à notre oreille, c'est ce qui va permettre de moduler notre audition. Donc on va voir un peu, donc toutes ces échelles sont liées. Et l'oreille interne, vous le savez, donc il est composé donc, de la partie grise, la partie vestibulaire et la partie cochléaire, donc la spirale cochléaire en violet. Donc ça, vous le savez, mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans notre oreille humaine, ces deux organes qui sont côte à côte, ils sont séparés par des centaines de millions d'années. C'est un peu comme si vous partagez votre appartement avec un colocataire qui est un dinosaure. Donc ce dinosaure, en fait, c'est le vestibule. Parce que si on regarde sur cette échelle de 500 millions d'années, donc chez les poissons, l'oreille est uniquement grise. C'est un organe de gravité, un organe de vigilance et d'alerte. C'est au moment de la sortie de l'eau chez les amphibiens où commençait à apparaître un organe dédié uniquement à l'audition. Cet organe violet, donc d'abord donc rudimentaire, a commencé à s'allonger encore pour former cette spirale cochléaire chez les mammifères. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, notamment la perception au fur et à mesure des millions d'années d'évolution des hautes fréquences, mais ce qui est important de savoir, donc, c'est que par rapport à cette échelle d'audition, donc un rappel, parce qu'on oublie donc pour avoir une idée de cette échelle de temps, il faut se rappeler qu'il a fallu que 2,5 millions d'années pour passer de Lucie à Emmanuel Macron. Donc il faut multiplier ça par 200, c'est ce qu'il a fallu justement pour permettre de créer les conditions de notre audition. Pour ça, il a fallu l'oreille externe, l'oreille moyenne et à l'intérieur de la cochlée, changer beaucoup de choses et notamment donc, différencier ces cellules ciliées donc, qui convertissent le son en signal électrique et puis surtout ces cellules ciliées externes que vous voyez ici qu'on ne retrouve que chez les mammifères. Ces cellules externes, c'est celles qui sont responsables de la sensibilité de notre audition, donc l'amplification cochléaire et puis de la sélectivité fréquentielle qui nous permet la discrimination de la parole.
Il y a un autre aspect qu'on oublie donc, par rapport à l'audition humaine, c'est que nous, on entend jusqu'à 20 000 Hz, mais on a une oreille, une cochlée qui fait 32 mm, dans laquelle il y a 3000 capteurs. Et alors que, par exemple, la souris, qui entend, donc pareil, il a toutes ses cellules externes, mais il a un organe de 5 mm pour une audition avec une gamme qui va jusqu'à 80 000. Donc, gardez à l'esprit cette résolution du nombre de capteurs qu'il a fallu avoir donc, pour nous permettre notre audition et communication. Et l'autre chose qu'on oublie également, donc je suis chercheur, donc je vais beaucoup plus dans les détails, c'est qu'au fait, on a toujours la même organisation quand on présente un organe auditif, avec ses cellules ciliées internes, ses cellules ciliées externes, c'est les mêmes. Mais on oublie que donc, pour une audition des basses fréquences, ce n'est pas la même audition que les hautes fréquences, même si on a la même organisation. En fait, toutes les structures ont des propriétés mécaniques et biophysiques complètement différentes en allant de la base de la cochlée jusqu'à l'apex. Ici, c'est un schéma donc, du site de Montpellier qui présente les cellules ciliées externes, donc différentes espèces qui entendent différentes fréquences, et en bleu, donc, des cellules ciliées externes humaines, celle de la base qui est ici et de l'apex qui est par là. Pour simplifier, si par exemple une cellule externe de l'oreille humaine de la base fait ma taille, la cellule externe de l'apex, il devra faire 5 mètres. Donc pour pouvoir justement répondre aux basses fréquences. Et avoir une audition sensible, capable de discriminer la parole malgré le bruit interférent, pour avoir ça, vous devrez avoir le bon capteur au bon endroit avec les bonnes propriétés. Donc si tout ça est dans notre oreille, donc les prothèses, les implants, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de reproduire ou essayer, ce que fait l'oreille biologique. Mais pour avoir ça donc, dans notre organe biologique, au fait, les mammifères, ils ont troqué donc, la performance contre quelque chose, et des choses malheureusement importantes. Entre autres, la capacité de l'oreille à se régénérer. C'est-à-dire que chez toutes ces espèces que vous voyez, jusqu'à il y a 400 millions d'années, pouvaient détruire les cellules ciliées dans l'oreille, ils sont capables de se régénérer. Il y a une robustesse des cellules ciliées, une capacité à se régénérer qui est importante. Mais cette capacité est perdue chez les mammifères. Et pire chez nous, donc l'espèce humaine, comme vous pouvez le voir, donc ce qui se passe au cours du développement sur la partie droite, vous voyez que l'oreille reproduit en accéléré au fait ce qui se passe au cours de l'évolution. Donc on a ces parties grises et donc la partie violette. Mais au fait, dès le 7e mois de gestation, la cochlée, elle est définitive. Il n'y a plus aucune régénération n'est possible. Donc tout dommage est irréversible. Et c'est ça qui explique justement la grande fréquence des atteintes liées à l'audition. Donc comme j'ai dit, on est avec ce curseur, donc cette capacité qui est prédéfinie. Et puis, les troubles peuvent arriver à différents âges et inéluctablement avec le vieillissement. Donc, vous connaissez la fréquence et l'importance de ces atteintes. Aujourd'hui, parmi les seuls traitements sont palliatifs, c'est les aides auditives et l'implant cochléaire. Vous êtes là pour en parler, donc vous connaissez leurs avantages, les limites. Et la nécessité d'améliorer leur performance, mais également de rechercher d'autres thérapies complémentaires ou alternatives, notamment des thérapies pharmacologiques, cellulaires ou thérapies géniques, qui est un axe sur lequel on travaille notamment à l'Institut de l'addition et au sein de mon équipe. Donc, autre chose à savoir, donc, c'est la difficulté de ces traitements, c'est qu'on parle de surdité, mais la surdité, c'est un mot qui regroupe des centaines et des centaines de formes d'atteintes différentes. Là, j'ai juste mis 2 audiogrammes, donc pour une surdité profonde et une surdité liée à l'âge, mais vous pouvez avoir 100 individus qui ressortent de l'hôpital avec le même profil clinique, mais avec des causes complètement différentes. Donc, toute la difficulté, c'est ça. Donc, il est illusoire de penser qu'un seul traitement peut justement s'adapter à toutes ces atteintes. Donc, s'il y a un message pour ma présentation, ça va être celui-ci. C'est la nécessité, au fait, d'adapter le traitement à l'individu. C'est au cas par cas. Aujourd'hui, donc,
pour pouvoir le faire, il faut avoir suffisamment d'informations. Et aujourd'hui, les méthodes non invasives, donc même s'ils continuent à s'améliorer, que ce soit en psychoacoustique ou en termes d'imagerie, elles permettent d'affiner un peu la catégorisation des profils, mais malheureusement, donc on est loin encore de nous renseigner, ils sont encore loin de nous renseigner sur ce qui se passe exactement, précisément au sein de notre organe pour pouvoir expliquer l'origine exacte et les mécanismes précis qui, justement, sous-tendent la perte auditive. Donc, il faut encore continuer à améliorer ces tests de diagnostic pour pouvoir inférer, donc c'est un peu ce que font nos collègues de Montpellier ou ce dont a parlé aussi Luc, essayer d'avoir des tests sensibles pour pouvoir avoir inféré l'origine et la source des déficits qui entraînent l'audition. En recherche, donc pour au moins un certain nombre de pathologies, il y a l'avantage d'avoir ces modèles animaux qui reproduisent un peu ces pathologies humaines et qui permettent d'avoir des tests non seulement non invasifs, mais aussi invasifs pour aller jusqu'à l'échelle morphologique, cellulaire, voire moléculaire, pour essayer un peu de comprendre exactement la source de l'atteinte et voir aussi dans les situations où il y a des variabilités, et pouvoir expliquer ces variations. Donc pour la deuxième partie de ma présentation, et je vais essayer d'aller vite, j'ai 3-4 exemples de différents modèles de recherche. Donc je vais aborder ces modèles non pas pour le nom des molécules, mais c'est parce qu'ils racontent des situations cliniques qu'on observe également chez l'homme. Donc, désolé si je vais vite, mais l'objectif, c'est juste de vous donner une idée sur le parallèle entre les deux aspects, donc recherche et clinique. Et ici, c'est le cas d'un modèle qu'on avait étudié en collaboration avec Paul Avant, où il y avait des observations un peu intrigantes, à savoir que quand on mesure le seuil de potentiel de PEA, il y avait une différence entre le modèle et le contrôle d'une vingtaine de décibels. Par contre, quand on mesure les auto-émissions acoustiques, la différence était de 50-60, indiquant que les cellules ciliées externes ne fonctionnaient pas. Et donc, une des questions, c'était de comprendre un peu l'origine de cette discordance. Pourquoi on a une vingtaine de pertes en PEA alors que les cellules ciliées externes ne fonctionnaient pas. Quand on regarde la morphologie, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait des anomalies au niveau des structures mécanosensibles des cellules ciliées, mais par contre, il y avait une graduation donc, de ces anomalies, c'est-à-dire que la partie apicale de la cochlée, elle était normale, mais plus on va vers la base, plus on a d'anomalies. Mais ça n'expliquait pas l'origine donc, de la discordance, et c'est là où, avec Paul, on a utilisé les courbes d'accord de fréquence pour regarder un peu la sélectivité fréquentielle de la cochlée. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le test. Il s'agit d'utiliser 2 sons et un son principal et avec un son masqueur. On varie le son masqueur, la fréquence et l'intensité jusqu'à ce qu'on perturbe la perception du son principal. Dans les conditions normales, n'importe quelle fréquence, le meilleur masqueur, c'est la fréquence équivalente. Par contre, chez ce modèle-là, on s'est rendu compte que si pour les basses fréquences, le masqueur est dans les basses fréquences, pour toutes les hautes fréquences, en fait, ce n'est pas 20 kHz qui va masquer 20 kHz, ce n'est pas 32 kHz qui va masquer 32 kHz, c'est les deux fréquences, toutes ces hautes fréquences, c'est un son de fréquence inférieure, de fréquence basse qui va venir interférer. En fait, la conclusion de ce travail, c'est que dans notre cochlée, ou dans la cochlée de ce modèle, en fait, il y avait une compensation, c'est-à-dire que l'apex qui est fonctionnel compense l'absence ou le dysfonctionnement qui avait eu lieu au niveau de la base. Et ça, des situations qui peuvent aussi arriver chez l'homme, et c'est un exemple, un modèle on peut retrouver une personne pour laquelle on mesure le PEA, qui est d'une vingtaine de décibels, mais cette personne, dès qu'il y a un son interférent, il va perdre son audition. Donc, c'est des choses qu'on rencontre dans le cas où on a ce qu'on appelle les zones mortes, qui peut arriver suite à un trauma donc, acoustique, arme à feu ou accident de la chasse, ou le cas de petites cochlées. Je vais aller rapidement sur ce deuxième exemple, qui est un exemple où on a d'atteinte génétique, cette fois-ci d'audition, mais vous avez, chez les mêmes patients qui ont la même atteinte, vous avez des variations qui vont aller, par exemple, jusqu'à
absence, voire présence d'auto-émission acoustique. Et pareil, donc chez ce modèle-là, donc quand on regarde chez l'animal, on retrouve à peu près la même variabilité donc, en termes de profil. Et c'est d'abord l'étude chez l'animal qui a permis de montrer qu'il y a une corrélation justement entre l'exposition sonore et le degré d'atteinte auditive. En fait, chez ce modèle-là, même le nombre de petits dans la cage permet et corrélé à la sévérité de la perte auditive. Et en retournant chez les patients, donc en clinique, chez les patients atteints par cette pathologie, on se rendait compte qu'il y a aussi une corrélation entre l'exposition sonore des patients et le degré de sévérité de l'atteinte auditive. Et comme c'est une atteinte on peut utiliser l'implant cochléaire et donc augmenter ou amplifier la surutilisation de l'oreille. C'est des situations où l'utilisation d'une prothèse ou d'une amplification peut accélérer le processus dégénératif au niveau de l'oreille. Donc, c'est des indications aussi qui parfois permettent de guider donc, ce qui se passe en situation clinique. Je passe rapidement sur le dernier exemple, c'est le cas de neuropathie versus synopathie. Donc, c'est des profils, quand vous avez une situation où PEA altéré alors que auto-émission acoustique normale. Donc, c'est toujours risqué d'implanter parce qu'on ne sait pas si la transmission va pouvoir se faire. Mais vous pouvez avoir des patients avec exactement le même profil où là, il n'y aura pas de problème de transmission puisque, en fait, il y a des atteintes génétiques qui n'affectent que le premier relais de la transmission synaptique et qui présentent exactement le même profil avec auto-émission normale et PEA altéré. Et pourtant, donc, voilà, toute la chaîne derrière est fonctionnelle. Et c'est un test génétique, justement, qui permet donc, de révéler de telles situations. Non seulement des situations de synaptopathie versus neuropathie, mais également peut être prédictif sur est-ce que la surdité est constante ou évolutive, est-ce qu'il va être sévère, modéré, etc. Donc voilà, il y a tout un ensemble de formations et de tests qui sont beaucoup plus fins et qui permettent d'avoir des indications sur le profil et l'évolution de la surdité. Et par rapport aux tests génétiques, donc c'est fait en ce moment beaucoup parce qu'on a enfin la première thérapie génique qui est chez l'homme, qui est un succès. Et pour aujourd'hui, il ne concerne que ce gène, donc otoferline, qui est une synaptopathie. Mais il y a encore beaucoup de travail avant de pouvoir l'étendre donc, aux centaines de gènes encore responsables de surdité. Mais que ce soit pour la thérapie génique ou pour les autres atteintes, le message principal, j'y reviens ici, c'est qu'il n'y a pas une forme de surdité, il y a des centaines de formes de surdité, que ce soit en thérapie génique ou en prothèse. Si vous voulez que les patients utilisent les prothèses, il faut les adapter aux patients. Si vous voulez juste l'appareiller et que l'appareil se retrouve dans un tiroir dont il ne se souviendra pas, donc on peut garder le réglage par défaut. Donc je vais rester sur ce message audio-prothèse, mais finir juste par un remerciement aussi bien pour l'équipe et pour les agences de financement. Merci à vous. Très bien. Merci beaucoup à vous. Vous comprendrez qu'on va peut-être pas passer sur une phase de questions pour rattraper le petit retard. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et on va enchaîner tout de suite sur la présentation d'Annie Moulin, qui est chargée de recherche au CNRS et qui va nous parler de suppléance mentale et des impacts que ça peut avoir sur nos seuils perceptifs avec de la parole. Merci. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Donc, tout d'abord, merci aux organisateurs pour m'avoir invité à vous parler de la suppléance mentale et surtout de voir, avec le matériel que vous utilisez tous les jours, quels sont les potentiels impacts sur les seuils perceptifs du signal de parole. Alors, on va commencer par une petite expérience. J'ai un message caché et je vais enlever le cache progressivement et vous allez voir. Même avec très peu d'informations, vous allez pouvoir tout de suite deviner le message qui se cache derrière.
Voilà, et c'est une illustration en fait de la suppléance mentale, c'est-à-dire des mécanismes neurocognitifs que nous mettons en œuvre pour faire sens à partir d'informations parcellaires. Et à partir d'informations très parcellaires, vous êtes arrivé à compléter le message. Alors effectivement, quand vous avez des scores perceptifs de la parole, vous avez ici 4 patients. Vous avez un seul score, par exemple les patients P1 et P2 ont le même score, mais derrière ça, il y a au moins 2 mécanismes qu'on peut séparer en 2. Vous avez plutôt ce qui est l'audibilité, les mécanismes perceptifs, et ce que nous, en neurosciences, on appelle les mécanismes bottom-up. Et vous avez bien sûr les influences contextuelles, ce qu'on appelle plutôt le top-down, ce que nous, en audioprothèse, on appelle plutôt la suppléance mentale. Et vous, en tant qu'audioprothésiste, vous allez surtout agir de manière directe sur l'audibilité et les mécanismes perceptifs. Alors, bien sûr, cette suppléance mentale va varier grandement en fonction du patient, mais elle va bien sûr varier en fonction du type de matériel que vous utilisez. Et ça, vous le savez déjà tous, c'est quand on veut être très précis, très souvent, on utilise d'abord des syllabes ou des logatomes. Et puis, au fur et à mesure de la complexité et qu'on rajoute des informations, eh bien, on va avoir une forte influence de la suppléance mentale et d'augmenter en fait la variabilité liée à cette suppléance mentale. Et vous voyez que dès qu'on dépasse les mots dissyllabiques, il y a vraiment la mémoire de travail qui va se mettre en route. Et puis, quand on est dans des phrases, tous les mécanismes cognitifs se mettent en place, y compris le contenu syntaxique et le contenu sémantique. Alors, quand on veut regarder cette suppléance mentale au sens vraiment le plus simple, parce qu'on pense souvent que les mots monosyllabiques, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup de suppléance mentale. Et j'ai retrouvé l'article séminal de Boothroyd et Nitroer, où ils ont regardé chez des sujets jeunes normand-entendants la perception de mots monosyllabiques du type consonne, voyelle, consonne, donc c'est des mots quand même très courts et très simples. Ils ont regardé ici avec un seuil perceptif dans le bruit de moins 1,5 dB. Et puis ils ont regardé la même chose, mais en utilisant des logatomes, c'est le même type de signal consonne, voyelle, consonne, mais qui ne fait pas sens. Et vous voyez là que vos sujets normand-entendants, ils ont perdu plus de 3 décibels au niveau du seuil, quand ça ne fait pas sens. On peut également regarder les comptes en phonèmes. Vous voyez, c'est la courbe foncée. Et là, bien sûr, quand on compte uniquement en phonèmes, on a un bien meilleur sens, des bien meilleures performances. Mais ce qui est un petit peu surprenant, c'est que quand on compte en phonèmes également en utilisant les logatomes, on arrive à des performances qui sont quand même inférieures aux comptes en phonèmes quand ils sont à l'intérieur de mots. Ce qui montre bien que même quand vous comptez en phonèmes, vous allez avoir une énorme suppléance mentale liée au mot lui-même. Et là, sur des sujets normand-entendants, on arrive à une différence de 1 décibel entre les deux. Alors, malheureusement, ça ne varie pas seulement en fonction du sujet ou du patient, mais également en fonction de l'âge, y compris chez des sujets normand-entendants. Donc là, vous avez pareil des scores perceptifs de mots monosyllabiques, avec les mots en bleu foncé et les logatomes en marron. Et on a comparé des adultes jeunes avec des adultes âgés de plus de 65 ans, mais sans perte auditive. Donc ce ne sont pas des sujets malentendants appareillés. On a essayé de garder la perte auditive, parce qu'il y a toujours une petite, vraiment minimale. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que bien sûr, sur les logatomes, ils sont beaucoup moins bons, mais en fait, ils arrivent quand même à résister au niveau des mots. Et quand on regarde justement la différence, parce que si on veut avoir la suppléance mentale, on pourrait très bien faire la différence entre les scores perceptifs des mots entiers, qui représentent le score perceptif total, et les scores perceptifs des logatomes, qui sont plus proches de l'audibilité. Et là, quand on compare les jeunes et les sujets âgés, on s'aperçoit que cette suppléance mentale au niveau du mot, elle augmente avec l'âge. Et ça a été répliqué de nombreuses fois, y compris chez les patients malentendants, avec des surdités jusqu'aux surdités modérées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non pas au niveau des mots maintenant, mais quand on met des mots au sein de phrases. Alors, selon le même principe, on va avoir des phrases qui sont hautement prévisibles, donc qui sont vraiment très faciles, et des phrases pas prévisibles du tout, où on a simplement juxtaposé des 4 mots, mais qui ne font ni sens, ni qui ne sont pas organisés grammaticalement.
Alors, quand on regarde le compte en mots chez des sujets jeunes, et on va comparer avec le compte en mots chez des sujets âgés, et on va regarder la différence justement entre les phrases pas prévisibles du tout et les phrases très prévisibles, là, on ne va pas avoir vraiment de différence entre nos sujets jeunes et nos sujets âgés. Mais sur la même expérience, si au lieu de prendre le compte en mots, on va prendre le compte en phrases complètes, et là, ça devient une tâche qui est très difficile de répéter des phrases pas prévisibles du tout, même s'il n'y a que 4 mots. Donc, vous voyez, les scores en marron sont complètement effondrés. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que chez les sujets âgés, eh bien, ils sont très en difficulté pour répéter ces phrases. Et quand on regarde la différence justement de la suppléance mentale entre les sujets jeunes et les sujets âgés, et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une meilleure suppléance mentale au niveau de la phrase que nos sujets âgés. Et une des hypothèses, c'est que les sujets âgés, là, ils commencent à avoir une diminution de la mémoire de travail, parce que la mémoire de travail, elle commence à diminuer malheureusement assez tôt. Et donc, des capacités à répéter les 4 mots des phrases beaucoup plus importantes du fait d'un déficit en mémoire de travail. Même si, à l'échelle du mot, ces mêmes personnes âgées avaient une meilleure suppléance mentale infralexicale à l'échelle du mot. Alors, comment vous pourriez-vous évaluer le degré de suppléance mentale chez vos patients? Alors, il y a une méthode qui a été justement calculé par Boothroyd et Nitroer, où il se base sur la suppléance mentale avec la différence entre le compte en mots entiers ou en phrases entières et le compte en phonèmes. Et en fait, si vous avez une grande différence entre vos deux comptes, comme ici, c'est que vous avez relativement peu de suppléance mentale. Par contre, si votre compte en mots entiers et vos comptes en phonèmes se rapprochent, là, vous allez avoir une grande suppléance mentale. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier non plus, quand je vous ai présenté les comptes en phonèmes sur des logatomes et sur des mots, que cette mesure-là, si on compte en phonèmes sur des mots entiers, on sous-estime la suppléance mentale, mais c'est une méthode que vous pouvez utiliser puisque vous avez déjà le matériel. Alors, c'est une méthode qu'on peut utiliser par patient, mais on peut également regarder, quand on a plusieurs patients pour un même mot, on peut regarder ce que ça donne au niveau des mots. Et en fait, on peut définir des mots beaucoup plus faciles où vous avez le compte en phonème et le compte en mots qui sont très rapprochés et une énorme suppléance mentale, et des mots qui sont beaucoup plus difficiles par les patients et qui ont une suppléance mentale beaucoup moindre, et ce seront les mots qui auront vraiment une grosse différence entre le compte en mots et le compte en phonème. Et ceci est très corrélé aux variables psycholinguistiques et notamment à la fréquence d'occurrence des mots combinés au voisinage et aux distances phonologiques. Alors le problème, c'est quand même qu'à l'heure actuelle, dans vos listes de matériel, elles n'ont pas été forcément équilibrées en fonction vraiment de la suppléance mentale et des variables psycholinguistiques. Donc vous avez des listes où il y a des mots beaucoup plus faciles, alors que d'autres listes ont des mots beaucoup plus difficiles. Alors ça peut poser un problème justement dans certaines conditions, et notamment dans les situations de test-retest. Parce que les situations de test-retest, vous avez un patient, vous les testez sans appareil et avec, ou différents types de bruit. Ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une identité acoustique du matériel. Et ça, si vous utilisez le même matériel dans les deux conditions, en général, on a une augmentation des performances liée au processus de mémorisation. Les seuls moments où on peut s'affranchir de ça, c'est d'utiliser le matériel des tests à choix forcés. Et encore, il ne faut pas augmenter les choix forcés à plus de 2 ou 4 choix, parce que là, on a des mécanismes cognitifs plus importants qui se mettent en route. Alors, si vous n'utilisez pas le même matériel, on peut utiliser des listes différentes du même matériel. Là, on n'a pas d'identité acoustique, mais au moins, on n'a pas de mémorisation des stimuli. Le problème, c'est que les listes donnent-elles le même résultat dans votre population cible? Je ne parle pas de la batterie d'étudiants en m'entendant que l'on fait passer pour faire des valeurs normatives, mais vraiment de la population que vous testez dans vos cabinets.
Alors en effet, quand on regarde certains types de matériel, même sur des scores de 20 mots, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller être dans les conditions du patient A, où lui, n'importe quel mot, n'importe quelle liste de 20 mots que vous lui donnez, il va avoir des scores très stables. Et puis vous allez tomber également parfois avec le patient B qui, lui, varie tout le temps. Mais sur votre score unique, vous ne savez pas est-ce que vous êtes avec le patient A ou est-ce que vous êtes avec le patient B. Alors, qu'est-ce que nous avons voulu essayer de faire? C'est d'équilibrer la difficulté des listes sur les variables psycholinguistiques et vraiment sur la suppléance mentale. Alors, on s'est amusé à comparer des listes classiques que l'on utilisait et des listes équilibrées sur plusieurs critères. Et on a réalisé 6 combinaisons de 20 mots. Donc, c'était exactement la même population qui avait les 6 combinaisons des listes classiques, 6 combinaisons des listes contrebalancées. Et surtout, on a voulu regarder quelle est la variabilité selon le changement des listes chez les patients. Et vous voyez que quand on utilise des listes équilibrées sur le plan psycholinguistique, en plus de tous les autres équilibrages qu'on peut réaliser, on a une diminution drastique de l'étendue de mesure. Et encore mieux, quand on regarde la déviation standard, une diminution énorme de la variabilité liée à la mesure. Et bien sûr, cela se répercute au niveau de la reproductibilité. Quand on voit la reproductibilité entre 2 listes de listes classiques, même quand on utilise 20 mots, on arrive à une corrélation qu'à 21% finalement de variance expliquée entre les 2 listes, alors que quand on équilibre ça, on arrive quand même à 85%. Et quand on regarde la sensibilité à la perte auditive avec les corrélations à la perte auditive, pareil, on va avoir des meilleures corrélations avec les listes équilibrées qu'avec les listes classiques. Donc voilà, en conclusion, on dit de faire attention quand même à la suppléance mentale, parce qu'à l'heure actuelle, ce type d'équilibrage dans les matériels qui sont utilisés, il n'est pas réellement fait. Même au niveau international, ils ne sont pas réellement faits. Ils sont plutôt faits dans les articles de recherche scientifique, où quand nous, en tant que chercheurs, on veut des stimuli très spécifiques, on va s'intéresser à cette problématique-là. Et pas oublier également que quand vous passez des syllabes aux phrases, et surtout aux phrases, il y a énormément de mécanismes cognitifs qui rentrent en ligne de compte, en sachant que, par exemple, dans le test cognitif du MoCA, un des tests, c'est de faire répéter une phrase. Donc, c'est bien qu'il y a vraiment un lien entre des phrases trop longues et un déclin cognitif. Donc, faire attention dans au test des phrases, parce que vous pouvez avoir des diminutions de répétition qui n'ont absolument rien à voir avec une diminution d'audibilité, mais simplement une diminution de mémoire de travail. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je tenais à remercier tous mes collègues audioprothésistes qui soutiennent ce type de recherche. Merci beaucoup pour cette intervention qui est en plus très pratique, très ancrée dans la pratique des audioprothésistes au quotidien. Cette question d'équilibrage, elle est fondamentale à mon avis. Elle ne doit pas en rester uniquement aux articles scientifiques où on cherche à avoir des résultats reproductibles. Il y a eu des questions qui sont venues de la salle. Donc, il y a une question qui a disparu entre-temps, mais que j'avais trouvée pertinente sur les applications des tests vocaux pour les implants cochléaires. Quel type compte tenu de ces écarts-là, est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été faits sur ce type d'écart-là, même des mêmes tendances que celles qui ont été présentées? Et puis j'en profite pour poser aussi une seconde question qui est de précision sur ce qui est appelé des listes équilibrées et des listes non équilibrées en pratique, pour que les audioprothésistes ici sachent vers quelle liste s'orienter en pratique. Alors, au niveau des implants, on a les mêmes mécanismes de suppléance mentale. Donc, bien sûr, si on a des listes qui sont très soumises à la suppléance mentale chez un malentendant appareillé non implanté, on va avoir également les mêmes mécanismes qui se mettent en lieu chez les implantés. Donc la problématique est un petit peu identique. Équilibrer les listes, c'est en fait prendre chacun des paramètres
qu'on peut avoir, par exemple le spectre acoustique, et faire en sorte que quand vous regardez chacun des spectres acoustiques des mots d'une liste, il y ait la même distribution que les mots de la deuxième liste. Et vous faites ça avec plein de paramètres différents. Alors ça peut être la fréquence d'occurrence des mots dans la langue parlée, ça peut être la combinaison du voisinage phonologique et de la fréquence d'occurrence. Il y a tout un travail à faire en amont de choix des stimuli dépendant de ce que vous voulez obtenir à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Cindy. On a plein de questions à vous poser, notamment sur le temps de réaction et comment équilibrer une liste, etc. Mais malheureusement, on ne va pas avoir tellement le temps parce qu'on a déjà 7 minutes de retard. Et j'appelle tout de suite Vincent Croze, donc, qui est membre du Collège national de l'audioprothèse et qui va nous traiter le bénéfice prothétique et le bilan d'efficacité prothétique. Oui, alors ma thématique, elle encadre l'ensemble de mes activités. Donc, voilà un petit peu, donc ça c'était le premier propos que j'ai dit. Ensuite, il y avait le compte rendu, dont j'ai dit, c'était de montrer un petit peu l'apport de l'appareillage et de le mettre en évidence pour communiquer avec le médecin prescripteur. Et puis, il y a un cadre aussi qui a été établi, c'est dans le cadre du suivi prothétique, alors qui vous dit qui est différent entre la première année et puis la prestation de suivi, mais qui nous demande d'évaluer le patient en permanence sur son côté perceptif et sur son côté aussi gain avec l'appareillage auditif. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande au quotidien. Donc, les séances d'évaluation chez l'audioprothèse, ça va commencer par quoi? Ça va commencer par une anamnèse. Et l'anamnèse, qu'est-ce qu'on va tirer comme renseignement? Bien sûr, ce sont les difficultés du patient, avec éventuellement des problèmes d'évolutivité au niveau des pertes. Et puis surtout, avec ces difficultés, on va avoir besoin de savoir un petit peu les besoins du patient. Une fois qu'on aura fait toute cette démarche, on a besoin d'évaluer justement le déficit physiologique de l'audition résiduelle du patient. Et là, c'est ce que l'on va faire avec le bilan d'orientation prothétique, où on va évaluer bien sûr tout le déficit tonal avec l'aspect liminaire et avec l'aspect supraliminaire, le déficit vocal dans des situations calmes, dans des situations bruyantes, éventuellement dans le cadre d'asymétrie ou de perte unilatérale, s'il y a aussi un déficit en termes d'orientation. Et puis, par rapport à notre prise en charge, ça va nous permettre de savoir le type d'appareillage que l'on va utiliser dans le cadre d'une perte unilatérale, asymétrique ou symétrique, où là, les moyens de réhabilitation, justement, seront un petit peu différents. Ensuite, on va passer dans la prise en charge, dans l'appareillage du patient et dans le compte-rendu. Qu'est-ce qu'on va nous demander? De mettre en place ce qu'on appelle les bilans d'efficacité prothétique. Et le bilan d'efficacité prothétique, c'est l'apport du moyen de réhabilitation, qu'il soit par voie aérienne ou qu'il soit par voie osseuse. Et on doit mettre en place justement l'audiométrie tonale liminaire et supraliminaire pour voir si on a un gain au niveau liminaire et si on a un gain au niveau supraliminaire. Est-ce qu'on a restauré partiellement ou de manière beaucoup plus avancée la binauralité, et puis quelle est la conséquence, parce que tout à l'heure on nous disait à juste titre qu'un appareil auditif ne ramène que de l'audibilité, mais c'est de l'audibilité qui est au service de l'intelligibilité, et de voir un petit peu l'impact de la réhabilitation de l'audibilité au niveau de l'audiométrie vocale dans le calme et au niveau de l'audiométrie vocale dans le bruit. Ensuite, bien sûr, on a toute la période de suivi, et une fois qu'on a commencé justement l'efficacité prothétique, le patient va rentrer dans sa vie de tous les jours avec son moyen de réhabilitation, et là, on va un petit peu estimer quel est le bénéfice prothétique qu'il va ressentir, donc au niveau de sa vie sociale, professionnelle ou familiale, et est-ce que le bénéfice qu'il ressent, il est en adéquation avec les difficultés exprimées et avec les besoins aussi qu'il nous a exprimés. Donc maintenant, si on prend la chronologie, il faut qu'il y ait un petit peu de sens dans tout ça. Au niveau de l'anamnèse, ça va découler sur un bilan d'orientation prothétique. Et il faut qu'on ait une réflexion justement sur ce bilan d'orientation prothétique pour que, par rapport aux besoins du patient, est-ce que les besoins sont en adéquation avec justement les résultats de ce bilan d'orientation prothétique. Ensuite, on va mettre en place la réhabilitation, et là on va travailler progressivement sur l'apport de l'appareillage, et on va aller doucement sur le bilan d'efficacité prothétique. On a un apport moyen donc sur le plan tonal, liminaire, la restauration de la binauralité, l'évolution vocale dans le calme et dans le bruit, et puis derrière le bénéfice prothétique. Maintenant la question,
c'est est-ce qu'il existe un lien fort, faible, important entre justement l'efficacité prothétique et le bénéfice prothétique. Et ça, c'est un sujet que j'aborde souvent avec le professeur Christophe Vincent, qui est chef de service au CHU de Lille, parce qu'il nous répète régulièrement qu'il y a une recrudescence des consultations dans un service ORL et des consultations qui ne concernent pas une pathologie, c'est des consultations qui concernent le bénéfice prothétique. Donc là, c'était vraiment une réflexion qu'on voulait porter sur cette thématique en disant mais le lien qui existe entre un résultat avec un appareillage et le bénéfice que peut en tirer le patient. Alors plutôt que vous faire des grands discours, on a pris un cas pour lequel on est souvent interrogé. Alors s'il y a de mes collègues ici qui travaillent dans le service, ils pourront aussi vous en parler. Mais je vais essayer de vous l'illustrer. Donc la synthèse, c'est que le bilan, ça mesure quoi? Le bilan d'efficacité prothétique, c'est la mesure de l'apport de l'appareillage. Côté objectif, c'est le gain en champ libre, liminaire, supraliminaire, une oreille à droite, à gauche, les deux oreilles ensemble, la localisation, tout ce qui est intelligibilité. Et subjectif, bien sûr, on peut travailler avec des notions de questionnaire avant et après appareillage. Et aussi, c'est une amélioration de la perception sonore, parce que l'environnement sonore, justement, est beaucoup plus présent après l'appareillage qu'avant. Et le bénéfice, le bénéfice, quelque part, c'est le vécu du patient. Et c'est est-ce que le gain qui a été mesuré, il est pertinent dans la vie de tous les jours? Est-ce que ce gain apporte justement une amélioration de la qualité de vie? Et est-ce que le gain apporté, justement, a un rapport aussi avec les objectifs initiaux? Et bien sûr qu'on a des moyens de pouvoir le voir. Ce sont un petit peu le temps de port, la facilité d'utilisation de l'appareillage. Donc ça, c'est des critères au niveau du patient qui rentrent pour lui dans son aspect bénéfice. Donc ce qui va être important entre les deux, justement, c'est d'avoir une cohérence. Une cohérence entre ce que l'on mesure et une cohérence entre ce qui est perçu par le patient. Et là, je vais vous faire un petit peu vous présenter un cas d'une dame, qui avait 76 ans, qui a été prise en charge, et pour lequel une prescription d'un médecin ORL a été émise. Et ce médecin ORL a reçu un compte-rendu d'appareillage. Donc d'abord, dans un premier temps, voilà le bilan d'orientation prothétique qui a été réalisé. Et puis, il a été réalisé, dans le cadre de ce que l'on nous demande, c'est-à-dire que sur le plan tonal, il y a une évaluation liminaire, voie aérienne, voie osseuse qui a été faite, supraliminaire avec des seuils subjectifs d'inconfort et des mesures de confort. Et bien sûr, une épreuve vocale au casque qui a été réalisée à la fois sur l'oreille droite et sur l'oreille gauche. Comment on peut lire tout ça? On va essayer. Bien sûr, quand on a nos critères, on nous dit les niveaux de perte. Donc, on nous dit que c'est une perte moyenne de 56 dB au niveau de l'oreille droite, de 52 dB au niveau de l'oreille gauche. Et puis, on a un maximum d'intelligibilité qui, par chance pour cette patiente, est à 100% aux alentours de 60-65 dB. Maintenant, quel est l'impact de cette perte dans la vie de tous les jours? C'est simple, on va prendre des critères qui sont la voix moyenne, la voix forte et la voix faible. C'est simple, aujourd'hui, cette patiente, tout simplement, quand on lui parle avec une voix moyenne, elle a une intelligibilité qui va être aux alentours de 70-80%. D'où le besoin, éventuellement, de mettre en place une suppléance mentale pour pouvoir avoir une intelligibilité qui soit supérieure. Et puis, au niveau de son intelligibilité, on arrive à entre une voix moyenne et une voix forte, on arrive justement à 100% d'intelligibilité. Au niveau de la voix faible, on a une intelligibilité qui est quand même très réduite, aux environs de 15%, donc qui est inexploitable dans la vie de tous les jours. Bien sûr, cette patiente a été appareillée et le médecin prescripteur a reçu le compte-rendu d'appareillage. Alors au niveau du compte-rendu d'appareillage, vous m'excuserez ici parce que ça a été fait réaliser sur deux graphes différents, donc j'ai dû un petit peu les superposer. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître au niveau de ce bilan, de ce compte-rendu d'appareillage? Qu'on met déjà en évidence qu'on a un gain tonal de 20 dB et qu'on a au niveau de l'oreille droite et qu'on a un gain tonal de 17 dB au niveau de l'oreille gauche. On se dit c'est un gain 20 dB de gain au premier abord. Pour une perte dite moyenne, ça paraît quand même important. Mais essayons de le lire, parce que ce ne sont que des chiffres, que des chiffres. Ce qui va être important, c'est au niveau de la vie sociale. Qu'est-ce que l'appareillage, qu'est-ce que le bénéfice, justement, dans la vie de tous les jours, va amener au patient au niveau d'une voix faible, au niveau d'une voix moyenne et au niveau d'une voix forte.
Ben, c'est simple. Aujourd'hui, après la mise en place du moyen de réhabilitation, eh ben, le patient est capable d'avoir une intelligibilité à 100% pour une voix moyenne. Et puis, au niveau d'une voix faible, on a une intelligibilité qui est de 30%. Quel est le gain? On va dire on a mesuré un gain. Quel est le gain que le patient peut en retirer? Tout simplement, eh ben, qu'avant, il fallait une voix entre voix moyenne et voix forte pour pouvoir comprendre. Et là, à 100%, et là, bah, il est clair qu'à une voix moyenne, il est capable de comprendre à 100%. Au niveau d'une voix faible, alors qu'il était une intelligibilité aux environs de 10%, et bien aujourd'hui, il a une intelligibilité aux environs de 30%. Vous allez me dire, ah oui, il y a 20% d'écart. Sauf que la réalité dans la vie de tous les jours, quand son conjoint est amené à se déplacer dans la maison, on va passer rapidement d'une voix moyenne à une voix faible. Donc le patient, justement, il est rentré dans le cadre d'une consultation, une demande de consultation, en disant, malgré mon appareillage, mes difficultés de compréhension dans des milieux calmes, elles restent existantes. Pourquoi? Ben alors, on le voit très bien. Bien sûr qu'on parle de gain, mais on le voit très bien. Donc ça, déjà, dans l'analyse que l'on pourrait avoir, on a quand même quelque chose qui est non concordant entre l'orientation prothétique et l'efficacité prothétique, et puis demain, sur le bénéfice aussi. Maintenant, la deuxième lecture qu'on peut avoir aussi, c'est bien sûr au niveau... donc, la question qu'on se posait, est-ce que demain, ce patient est susceptible de pouvoir comprendre à une voix faible? Quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du gain prothétique, donc de l'amélioration tonale et liminaire, parce qu'on n'a même pas d'évaluation du gain supraliminaire, eh ben on voit oui qu'on a un gain, mais quand on voit apparaître ça, eh ben on a une perte moyenne, un niveau moyen appareillé à 36 dB. On est quand même dans le cadre d'une perte légère, et on a la même chose du côté gauche. Donc on a un bilan d'efficacité prothétique où on met des choses en avant, et derrière on a une lecture, et je veux dire un arrêt sur image et un peu de réflexion sur l'efficacité prothétique. On sait que sur la lecture, le bénéfice au quotidien, le bénéfice prothétique va être très faible pour le patient. Donc ça, c'est des choses qui arrivent malheureusement très régulièrement. Alors, chaque fois qu'on parle à des audioprothésistes, on dit jamais, 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 jamais. Et d'un autre côté, quand on parle aux médecins ORL, on nous dit j'ai une recrudescence importante de consultations, justement pour problème de bénéfices prothétiques. Donc dans la cohérence des résultats, il va falloir toujours analyser son bilan d'efficacité prothétique. Une fois qu'on a mis en place du gain, oui, c'est bien, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a mis une aide auditive qui est censée apporter du gain, mais est-ce que le gain, justement, il est suffisant pour atteindre les objectifs du patient? Ça va être la première chose. Une fois qu'on a une concordance, c'est très bien entre le gain, le bilan d'efficacité et le bénéfice prothétique, et puis le vécu du patient. Ça se passe bien. Si jamais on en a une incohérence entre les deux, il va falloir identifier justement les incohérences et faire des ajustements. Alors les ajustements, bien sûr, c'est des paramètres de réglage. Et après réflexion justement sur cette thématique, il apparaît qu'il y a trois axes qui sont importants, qui limitent aujourd'hui le bénéfice prothétique alors qu'on a une efficacité prothétique au niveau du compte-rendu médical. C'est les problèmes d'audibilité, les problèmes de couplage et les problèmes de gestion de sotonie. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont bien maîtrisées, que la technologie nous permet de faire. Mais ce sont vraiment les trois axes qui ont été mis en évidence par rapport à ces problèmes de bénéfices prothétiques. Alors, si j'ose dire, si on veut maintenir aujourd'hui notre expertise, et puis dans une profession qui est quand même un petit peu attaquée, je pense qu'il faut garder à chaque fois ce schéma de réflexion sur toutes les étapes. Je fais mon anamnèse, mon patient a des besoins, je fais un bilan d'orientation prothétique. Est-ce que mon bilan d'orientation prothétique va être capable, déjà par rapport à ce qu'on met en évidence, de répondre aux besoins? Parce qu'il va falloir qu'on mette du prédictif sur ça par rapport aux patients. Une fois qu'on fait des tests d'efficacité prothétique, il suffit qu'on regarde un petit peu son efficacité prothétique. Est-ce que l'efficacité prothétique obtenue, elle est cohérente avec l'orientation prothétique et le prédictif que l'on peut faire au niveau de l'appareillage. Et je pense que ça va être vraiment pour moi une valeur importante si demain on veut garder la fierté et la notoriété de notre profession, justement d'avoir à chaque étape de l'appareillage une réflexion et de conserver justement une cohérence sur tous les résultats. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Pour les questions, je pense qu'on va garder des questions pour la fin de la session, s'il y en a. Et on va pouvoir passer directement sur les cas cliniques. Alors, ça va être Elsa Legris et Mathieu Ferschneider qui vont peut-être venir ensemble présenter leurs 2 cas cliniques. Et puis, donc, ça va clôturer notre session. Et merci encore pour cette présentation acrobatique sur les 5 premières minutes sans transparence. C'était... Voilà, bravo. Donc bonjour à tous. Donc Mathieu et moi avons prévu de vous présenter des cas cliniques sur des patients qui avaient des pertes auditives importantes sur les fréquences aiguës, dans le but de voir un petit peu comment faire face à leur intolérance face à ces fréquences-là, comment régler les appareils. Donc on ne va pas prétendre avoir trouvé la solution. L'idée de cette présentation était surtout d'échanger des idées et de créer un débat autour de cette problématique. Donc nos liens d'intérêt sont les suivants. Et je vais commencer par quelques éléments théoriques. Donc à savoir que qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une perte auditive sur les hautes fréquences? La théorie, c'est qu'il va falloir prescrire un gain important sur ces fréquences-là. Le problème, c'est que bien souvent, on se rend compte que c'est compliqué d'obtenir ce gain-là parce que ça va générer une qualité sonore dégradée et désagréable pour le patient, une sensation de résonance qui font que finalement, on ne va pas réussir à amplifier autant sur ces fréquences-là. Et donc, il y a des études qui ont montré que finalement, il y avait des grandes variations entre les individus pour les personnes qui ont des pertes auditives de plus de 55 dB à 60 dB sur les hautes fréquences. On va avoir des patients qui vont bien le tolérer et d'autres pas du tout. Donc, face à cette complexité à amplifier les hautes fréquences, il existe des traitements de signaux dans les appareils auditifs pour décaler en fréquence, comprimer en fréquence ou encore transposer en fréquence. Donc, il y a une étude relativement récente qui a été réalisée pour essayer de comparer les résultats des patients, donc un groupe qui utilisait la compression fréquentielle, un autre groupe qui utilisait de la transposition et un dernier groupe avec de l'amplification. Et donc dans cette étude, ce qu'ils ont montré, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative pour la compréhension dans le calme et dans le bruit entre les 3 groupes de sujets. Par contre, les patients qui avaient simplement une amplification étaient globalement plus à l'aise et avaient des meilleurs résultats sur leur qualité de vie. Donc d'un point de vue pratique, donc, le cas clinique que je vais vous présenter est un sujet de 67 ans qui est principalement gêné dans le bruit, qui a été exposé à des bruits forts dans son environnement professionnel puisqu'il a travaillé en chaudronnerie et ce, sans port de protection auditive. Il pratique également des loisirs bruyants puisqu'il fait de la chasse, du bricolage, du jardinage. Il n'a pas d'acouphènes ni de vertige, pas d'antécédents ORL, pas de cérumen, pas d'eczéma et pas d'antécédents familiaux. Donc vous pouvez voir ici son audiométrie tonale qui a été mesurée aux inserts, donc à droite et à gauche. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'à partir de 1500 Hz, on a des seuils qui sont inférieurs à 50 dBHL, donc ce qui traduit un endommagement des cellules ciliées internes. Et on observe également l'absence de réponse sur les fréquences à 6000 et 8000 Hz du côté gauche. Au niveau de la vocale, elle a été mesurée avec l'hélice cochléaire de Lafon en voix d'homme et on observe que le patient a une compréhension relativement bonne avec un peu de distorsion en voix forte côté droit. Donc pour son adaptation prothétique, je lui ai adapté 2 appareils en écouteurs déportés avec des embouts sur mesure avec un évent de 1,5 mm sur une cible DSL-V5. Et donc, pour reprendre un petit peu l'idée de l'étude que je vous ai présentée précédemment, je lui ai proposé 3 programmes. Donc, le premier programme, c'était l'amplification au maximum, donc sur la cible DSL-V5. Un deuxième programme avec l'activation du speech rescue à une fréquence de coupure de 2400 Hz. Et un dernier programme où il avait une sous-correction des fréquences aiguës de 7 décibels dans la zone de 2000 à 8000 Hz. Donc ici, vous pouvez voir les résultats de son gain prothétique tonal. Donc en pointillé noir, c'est les résultats qui sont obtenus en champ libre oreille nue. Et donc en jaune-orange, c'est le résultat pour le programme 1, donc avec l'amplification au maximum. En vert, avec le programme 2 pour le speech rescue. Et en rose, le résultat pour le programme avec la sous-correction des aigus. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que finalement, le programme qui permet d'avoir la meilleure audibilité, c'est celui du programme 2, puisqu'on a les fréquences qui sont remises par la compression. Donc le patient est capable de percevoir les fréquences à 4000 et 6000 Hz, qu'il ne peut pas percevoir sur les autres programmes. Et puis après, pour les autres fréquences, le programme 1 et le programme 2 ont des résultats assez proches.
Et puis le programme 3, on observe qu'il est quand même inférieur au niveau des perceptions sonores que les 2 autres programmes, mais il reste quand même supérieur à la condition oreille nue. Donc là, c'est le résultat du gain prothétique vocal dans le silence. Donc là, je l'ai mesuré avec des voix de femmes en lisse cochléaire de Lafon, donc pour les 3 programmes. Donc on observe que le programme 1 et le programme 2 ont des résultats encore une fois assez similaires, et puis le programme 3 était quand même légèrement moins bon en voix basse et moyenne. Donc ensuite, pour l'évaluation dans le bruit, j'ai voulu réaliser un Framatrix à ce patient, mais ce test s'est avéré non mesurable. Il était totalement incapable de répéter les phrases. Donc pour quand même l'évaluer dans le bruit, je lui ai quand même fait une liste cochléaire de Lafon en voix de femme avec une onde vocale globale sur les haut-parleurs autour. Et vous pouvez voir les résultats sur le graphique présenté ici pour les 3 programmes. Donc là aussi, on observe que le programme 1 et le programme 2 donnent des résultats assez proches. Par contre, le programme 3 donne des meilleurs résultats que la condition oreille nue, mais reste inférieur aux 2 autres programmes, et bon, ce qui est assez logique puisqu'il est moins fort. Donc maintenant, qu'est-ce que le patient il a préféré? Finalement, au bout d'un mois, il a pas forcément très bien toléré les fréquences aiguës. Le seul programme qui tolérait, c'était plutôt le programme 3, donc qui était sous-corrigé sur les aigus, mais pour lequel finalement il avait des performances inférieures. Le premier programme, il a très peu porté, il trouvait que c'était très métallique et inconfortable. Et le programme 2, avec le Speech Rescue, il a encore moins porté, parce qu'il avait l'impression qu'il y avait un zozotement assez désagréable. Donc finalement, ce qu'on peut observer, c'est que le patient a préféré privilégier son confort plutôt que l'efficacité, puisqu'on voit que finalement, il est capable d'avoir des résultats plutôt corrects, mais qu'aujourd'hui, il n'est pas en capacité de supporter une telle amplification. Donc finalement, la question se pose sur quelle sera l'évolution à long terme de ce patient, puisqu'il constate qu'il peut mieux entendre, même si aujourd'hui, c'est peut-être pas encore possible pour lui. Donc quelle sera sa période d'accoutumance à l'appareillage auditif? Peut-être un peu plus long que des patients presbyacousiques classiques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a assez peu d'études sur le sujet, mais c'est surtout ce questionnement-là qu'on peut s'interroger. Et je vais donc laisser Mathieu poursuivre sur toutes ces questions. Merci. Merci Elsa. Donc l'idée, effectivement, c'était de vous proposer une autre alternative, parce que, comme l'a dit Elsa, on n'a pas vraiment de solution. Et moi, je fais partie un petit peu de la réorganisation attentionnelle qu'a notre patient. C'est des choses qui sont de plus en plus documentées. On connaît l'acclimatation auditive d'Aringer, mais il y a d'autres papiers de Dawes ou de Kevin Monroe qui s'intéressent un peu à ça. Et c'est des choses qu'on vit tous les jours dans notre quotidien. Notre patient appareillé, en fait, il va très rapidement devoir s'habituer à des nouveaux sons et devoir recréer des nouveaux repères sonores. C'est ce qu'on leur dit tout le temps. Vous inquiétez pas, vous allez devoir vous habituer au couvert qui claque, au bruit de vaisselle, etc. Et tout ça, en fait, c'est des repères sonores qui doivent être reconstruits dans l'attention et dans la sélection que va pouvoir faire notre patient pour pouvoir sélectionner les sons qui l'intéressent de ceux qui l'intéressent un petit peu moins, et pour pouvoir après pondérer et de pouvoir présenter l'attention sur notamment un signal vocal, quelque chose qui va pouvoir être intéressant pour lui. Alors cette notion-là, on le vit tous les jours. Vous êtes par exemple dans votre labo d'audio, il y a votre assistant qui est devant, la porte s'ouvre, il y a la sonnette qui retentit, vous êtes en train de discuter avec votre patient, vous ne faites pas attention. Maintenant, le lendemain, votre assistant est malade et du coup, la sonnette retentit, vous êtes en train de discuter, votre attention, elle sait qu'il va falloir faire quelque chose et puis y prêter beaucoup plus attention, justement. Et c'est tout ce mécanisme de pondération qui, évidemment, est perturbé par les aides auditives. Et puis, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que ce mécanisme de pondération, il est forcément en lien avec, évidemment, les capacités d'attention de notre patient, et puis ses capacités cognitives, mais aussi l'accompagnement qu'on fait, de pouvoir dire attention, ça va être un peu bruyant, ça va être un peu gênant, et puis la capacité de notre patient de s'adapter à ces repères-là. Bon. Bien souvent, ce qu'on fait, et moi le premier, je pense et la plupart dans la salle, on va être sur cette logique-là, c'est de commencer à donner de l'information auditive de manière progressive, et puis on arrive généralement au bout d'un mois et demi, à un certain palier. Parfois c'est un peu difficile, les gens nous disent, et notamment dans les aigus, là c'est un peu gênant, alors on rebaisse, et puis on remonte. Ce qui peut paraître problématique avec cette approche-là,
c'est que quelque part sur le long terme, on peut parfois avoir un espèce d'effet palier et qui peut amener une perte de chance pour notre patient parce qu'on n'arrive pas à lui donner l'efficacité qu'on pourrait avoir. Et ça rejoint un peu le propos de Vincent tout à l'heure, c'est de dire, bon, bah, voilà, mon patient, j'arrive à montrer que j'ai un gain, j'ai une qualité, mais derrière, lui, il ne ressent pas cette efficacité-là. Et du coup, même si j'essaie de la lui donner par derrière, c'est parfois un peu compliqué. Donc l'idée, l'hypothèse, ce que j'ai appelé le gain maximum tolérable, alors j'ai pas inventé de fil à couper le beurre, évidemment, c'est quelque chose qui, du coup, peut être tout à fait essayé par bon nombre d'entre vous. En réalité, c'est de dire, en fait, on va profiter de cette période-là où mon patient, en fait, il n'a pas de repère. Il ne sait pas ce que c'est que d'avoir un nouveau repère sonore avec des aigus. Et je vais partir plus haut. Et puis après, derrière, éventuellement, si ça ne va pas, je vais redescendre. Et si j'arrive à atteindre un gain maximum rapidement, alors c'est pas pour faire des adaptations en 3 jours, c'est de gagner du temps par la suite pour pouvoir travailler sur d'autres notions qui sont indispensables et qui font partie de plus en plus de notre métier, l'équilibrage, les réglages aussi des fonctions automatiques. Alors comment ça se présente ? Et en fait, on prend un patient nouvellement appareillé et puis on va essayer de pousser, d'être même légèrement de la décible, et puis on va essayer de prendre justement des sons qui ne sont pas forcément des sons cliniques, pas forcément des sons vobulés. On va essayer de prendre des choses qui sont de la vie de tous les jours. Nos audiomètres nous le permettent aujourd'hui, des bruits de vaisselle, bébé qui pleure, et puis on va faire ce qu'on fait de la même manière qu'on va faire un UCL. On va lui demander en fait sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le son étant très inconfortable, 0 inaudible, et puis de pouvoir se positionner. Alors, ça n'a pas vocation à être systématisé. Pour l'instant, c'est quelque chose de très, très expérimental. Alors, je l'ai essayé avec mon cas clinique. Un monsieur de 72 ans, premier appareillage, une baisse progressive avec une augmentation de la gêne depuis 6 mois. Il commence déjà à avoir une légère sensation d'abandon dans les conversations de groupe, donc il a quand même une certaine motivation à l'appareillage, évidemment. Pas d'antécédent ORL, pas de vertige, un très léger acouphène, mais qui ne gêne pas du tout au quotidien. Voilà sa perte d'audition. On fait une adaptation avec un système haut de gamme, ça a son importance, un embout sur mesure, et une adaptation en Allen-Hénin. Donc on se base, alors j'ai mis 110% de la cible, en réalité on est plus ou moins en train, l'idée c'est de partir justement assez haut et de ne pas partir bas, mais quand même de prendre le temps de pondérer, donc on lui fait écouter des sons, et puis il nous demande, voilà, moi j'ai essayé de me mettre, vous voyez ici, à 5-6, en disant, je vais essayer de baisser de manière un peu sélective. Et voilà le gain prothétique tonal que j'obtiens à la livraison. Alors évidemment, je vous avoue que j'ai un peu tremblé quand même, parce que forcément, quand on a un gain comme ça au démarrage, on a quand même un peu peur de la suite. Mais je me suis dit que c'était pour la science. Je fais quelques pas d'heure avec le monsieur, il me dit, voilà, c'est plutôt très naturel en termes de correction. Je le revois une semaine après, il porte ses appareils 14 heures par jour. Vous avez ici le gain prothétique vocal. Il n'a jamais eu besoin, parce qu'évidemment, je lui avais laissé quand même la possibilité de baisser manuellement. Une légère gêne au quotidien, mais sans inconfort. Je lui fais faire aussi des questionnaires. Donc, je lui refais faire du coup un questionnaire à la livraison à la semaine 1. Et vous voyez ici le questionnaire SSQ à gauche. On voit une amélioration déjà importante de la localisation sonore, de ses qualités du cauditif, de la parole. Et puis, parce qu'aussi on appareille de plus en plus un cerveau, je lui fais faire aussi un questionnaire d'effort d'écoute, et on voit qu'aussi on a une réduction déjà en une semaine de cet effort d'écoute. Donc on a alors évidemment un effet waouh de la première semaine d'appareillage. On sait, la littérature nous le montre, que petit à petit, notamment sur l'effort d'écoute, on a des variations sur le long terme, et que ça peut parfois remonter un petit peu, mais on voit quand même que a priori, il n'est pas du tout gêné par ce réglage-là qui pourrait être au premier abord un peu incommodant. Et l'idée, justement, l'intérêt, à mon avis, de cette méthode-là, c'est que, justement, comme je le disais, on n'a pas de repère. Donc, en fait, on ne peut pas avoir d'a priori, et même si, éventuellement, c'est négatif, c'est toujours plus facile de repasser sur quelque chose d'inconfortable, plutôt qu'à l'inverse, d'être sur quelque chose de confortable et de dire à notre patient, accrochez-vous, on va remonter petit à petit. Voilà. On profite justement de cette nouveauté pour instaurer une amplification qui peut être pertinente pour nous, et ça nous laisse justement du temps derrière pour pouvoir aller gérer d'autres choses. Évidemment que ces aides auditives modernes, et notamment avec tous les systèmes d'intelligence artificielle qui sont intégrés, peuvent aussi nous aider de plus en plus, et que du coup je pense qu'il ne faut pas s'en priver pour aussi nous changer notre manière d'adapter les choses. Alors est-ce que c'est adapté à tous les patients ?
Je pense pas, évidemment. Par contre, à l'inverse, se dire que ça ne l'est jamais, c'est peut-être une question qu'on doit avoir et peut-être qu'on doit se poser la question de savoir comment un petit peu plus justement sélectionner les patients qui pourraient être du coup intéressés par ce processus-là. Et évidemment, ça demande d'être très didactique avec notre patient, de bien lui expliquer les choses et de lui dire que, effectivement, ça peut être malgré tout un peu compliqué. Voilà. Pour conclure, comme on l'a dit avec Elsa, l'idée c'est aussi d'ouvrir une boîte à idées et de ne pas donner notre science infuse. Donc si vous avez des idées, on vous laisse nos adresses et puis on sera heureux de les partager une prochaine fois. Voilà. Bon, merci beaucoup. On va être obligé de clôturer cette session parce qu'on a vraiment beaucoup de retard. On a un quart d'heure, mais je vous engage à faire des articles dans lesquels l'audition, puisque comme orateur, vous avez reçu un message, voilà, et visiblement c'est prévu. Ça vaut pour les orateurs précédents et ceux de ce matin. Et on attend un article de 2000 mots qui permettra à l'ensemble du public de retrouver vos présentations dans lesquelles l'audition dans une future parution. Merci beaucoup. À tout à l'heure.